Bon alors, vous avez deviné peut-être, vous êtes peut-être magicien, parce que vous avez deviné qu'on va parler de Rubik's Cube. Donc j'ai pris un Rubik's Cube, je vais vous parler un peu du Rubik's Cube, mais je vais d'abord le laisser au public pour que quelques personnes le mélangent, vous pouvez vous le passer, d'accord ? Voilà, donc pendant qu'il mélange, je vais parler un peu du Rubik's Cube et des maths. Donc le Rubik's Cube, il a cette particularité que c'est probablement un des casse-têtes les plus durs qui soit commun, que tout le monde connaisse, parce que un Rubik's Cube, il y a énormément de possibilités. Il y a plusieurs trillions de possibilités, donc probablement jamais deux Rubik's Cube n'ont été mélangés pareil, tellement il y en a. Donc c'est quand même assez notable, ce nombre de possibilités énorme. Ça veut dire que aussi, vous n'avez vraiment aucune chance de résoudre un Rubik's Cube purement par hasard. Si vous faites n'importe quoi, il n'y a aucune chance qu'il se résolve purement par hasard. Bon, je vais le récupérer, j'arrête de parler de maths. Hop. Voilà, je triche pas, je touche pas. Et donc je vais reprendre mon sac et je le mets dans le sac. Ça, je ne regarde pas spécialement. Et ce à quoi vous vous attendez, c'est que je claque du doigt et qu'à ce moment-là, il soit résolu. Voilà. C'est bon? Non? Quoi? C'est parce que... Non. Vous allez m'embêter parce qu'il y a juste un Rubik's Cube mélangé dedans, c'est ça? Non, mais lui aussi, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, mais voilà. Bien sûr, plus rien ici. Bon, alors, je vais... Ici, j'ai pris un autre sac quand même, parce que dedans, j'ai une boîte, donc un sac dans une boîte dans un sac dans laquelle il y a une boîte. J'ai un peu abusé sur les boîtes. Mais quand même, dedans, j'ai un petit Rubik's Cube. Plus petit, c'est plus mignon. Et hop, je vais revenir dans le public. Si, c'est bon, c'est bon. Alors, le principe, c'est qu'on va s'en servir d'abord plus comme un dé. Je vais demander à quelqu'un de choisir une couleur. Quelqu'un peut venir ici, là. Quelqu'un peut monter. Ouais, ça va être mieux, je pourrais parler au micro en même temps. N'importe qui. Qui ose? Allez. Ouais, viens, c'est bien. Allez, on l'applaudit. Tu peux monter par l'escalier, t'inquiète. Super. C'est quoi ton nom? Clément. Encore des applaudissements pour Clément. Bon alors Clément, une boîte, un cube. Je vais te demander de choisir une couleur et de la laisser visible dans la boîte, d'accord? Celle que tu veux. Et tu montres bien à tout le monde comme ça, d'accord? Et après tu me redonnes, moi je me retourne, je ne regarde pas. C'est bon? Ok, tu me redonnes la boîte? Tu ne regardes pas, tu ne triches pas? Tu vas tricher? Non, j'ai pas encore triché là. Tu peux retourner, c'est bon. Vous le réapplaudissez. Voilà. Bravo Clément, grand magicien. Donc j'ai ma boîte, d'accord, je peux rien voir, c'est une boîte totalement fermée. Et au bruit, je ne peux rien savoir non plus parce que la couleur, c'est pas du bruit. Jusque-là. Mais quand même, j'ai un peu l'intuition là qu'il y a une couleur plutôt claire. Je dirais, c'est pas du blanc. Parce que je t'avais mis le blanc déjà au début pour te donner un exemple. C'est du jaune, c'est ça? Est-ce que c'est bien la couleur jaune? C'est la couleur jaune. Bien. Alors, je vais pouvoir m'amuser encore un peu. Je vais redemander à quelqu'un de mélanger celui-là. Et en même temps, je vais mélanger celui qui me reste là. D'accord? Donc, je vais le refaire passer de l'autre côté du rang. Où est-ce qu'il est? Ah là. Hop, c'est bon?
Bah monsieur, vous l'avez en dernier, vous avez gagné le droit de venir juste là. Donc ça s'appelle du volontariat par désignation. Applaudissements, voilà, merci. Ouais, c'est moi qui ne le regarde pas trop. Je vais juste vous demander de prendre le sac et de me le donner. Bah, c'est quoi votre nom d'abord? Moi, c'est Antoine. Antoine. Donc, je récupère, je regarde pas, vous récupérez le sac. Super, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ouais, vous avez le droit de regarder, vous pouvez sortir ce qu'il y a dedans même. Moi, je regarde toujours pas le cube. Ouais, bah, c'est celui que j'ai mélangé. Donc, il est mélangé. Le vôtre aussi, bon, je peux le regarder maintenant, mais vous le sortez et vous me le donnez pour pas que je manipule ni le vôtre ni le mien. Hop, voilà, par le bout des doigts. Donc, oui, vous pouvez partir. Je garde le sac. Non, je garde le sac. Vous pouvez partir. Ouais. On veut pas d'accident. Super. Donc, jusque-là, on a 2 Rubik's Cube mélangés. Mais moi, j'aime bien m'amuser avec ça parce que on n'a pas beaucoup l'œil avec les Rubik's Cube, mais quand on regarde bien, on peut voir que 2 faces sont exactement les mêmes. 2 faces. Il y en a encore une autre paire de faces. Donc, 2e face, 3e face, 4e face, bon, bien sûr, 5e face, et forcément, 6e face. Donc, les 2 Rubik's Cube sont exactement similaires. Non, mais Antoine, bravo Antoine. Ouais. Bon, mais vous savez, moi, en dehors de la triche et de l'arnaque, je suis assez mauvais avec un Rubik's Cube. On peut faire quelque chose comme ça, bon. Mais je laisse la place à 2 personnes qui sont vraiment des magiciens avec leur Rubik's Cube. Alors, on va pas se présenter tout de suite, mais d'abord, on va tous les deux venir vous voir sur la scène. On va choisir 2 personnes et on va commencer par quelque chose d'assez classique, à savoir une battle de Rubik's Cube et on va essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Alors, donc on a tous les deux nos cubes qui sont mélangés. On va se mettre juste ici, nous deux. Je vais faire le commentateur sportif. Alors, hop. Bon, bah, on va commencer par un décompte. Je me mets sur le côté pour bien voir. 3, 2, 1, go. Bon, j'ai pas le temps de faire des commentaires parce qu'en fait, le temps que je commence ma phrase, ils vont être à peu près terminés. Voilà. Ils essayent de tricher l'un l'autre sur... Non, bon. Vous voulez essayer autre chose? Alors moi, je m'appelle Abdelak et Arthur juste à côté de moi. Donc, comme je l'ai expliqué au début, on fait des compétitions de Rubik's Cube. On pratique une discipline qui s'appelle le speed cubing. Donc, si vous découpez en 2 le mot speed cubing, on comprend bien résoudre un Rubik's Cube le plus rapidement possible. Plein de compétitions sont organisées dans le monde entier. Des compétitions à une plus petite échelle, des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Par ailleurs, d'ailleurs, les championnats du monde 2017 avaient eu lieu à Paris. En 2019, ils ont eu lieu en Australie. Là, en fin d'année, on va avoir les championnats du monde à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et cette semaine ont été annoncés les championnats du monde 2023 en Corée du Sud. Et donc, évidemment, bon, ça serait un peu trop facile et pas très marrant s'il y avait uniquement cette variante-là. Donc, je vais laisser Arthur introduire un peu plus différentes catégories qu'on peut retrouver en compétition. Bonjour, rebonjour à tous et merci Abdelak pour cette introduction. Donc,
en plus, comme Abdelak le disait, du 3x3 classique, qui est le Rubik's Cube que tout le monde a dans sa bibliothèque, dans sa librairie, peu importe, on va avoir d'autres modèles de cubes qui vont être plus gros, comme tous ceux que Abdelak vient de sortir de son sac, donc un 4x4, qui est simplement le pendant avec une rangée de plus dans chaque dimension, 5x5, et de la même manière ensuite, 6x6, 7x7. Et typiquement, ce sont les catégories pour lesquelles Abdelak est très fort et en plus reconnu. Il possède actuellement les records de France dans 3 de ces 4 catégories, si je ne dis pas de bêtises. Il a eu plusieurs titres de champion de France. Et au total, il a battu environ 80 records de France depuis environ 10 ans. Donc c'est, on peut dire, un ponte des gros cubes, comme on dit. Et du coup, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est une petite démonstration du 4x4, qui est, on va dire, la catégorie la plus courte parmi celles-ci, et pour laquelle Abdelak est actuellement deuxième français. Je ne vais pas te le laisser le mélanger toi-même, parce que j'aurais peur que tu veuilles faire des tours de magie à la manière d'Oscar. Ce serait trop. Si tu résous plus vite ça qu'un 3x3, on va se poser des questions. Il va y avoir un loup. Alors je te redonne le micro tout de suite. Alors, donc le temps que Arthur mélange, donc vous avez remarqué 2 objets. Donc un chronomètre, aussi appelé StackMat. Voilà, comme ceci. Donc le principe est assez simple. La résolution du Rubik's Cube est vraiment individuelle, même au niveau du chronométrage. Même si on a un juge à côté de nous en compétition pour vérifier que la résolution est bien correcte, le démarrage du chronomètre se fait en posant nos 2 mains sur ce chronomètre-ci, et on a des voyants qui vont s'allumer pour dire que c'est OK et qu'on peut démarrer. Ce même chronomètre-là est connecté à un afficheur. Donc, dès que je vais démarrer le chronomètre, pareil, vous allez voir en direct le temps. Voilà, donc Arthur m'a mélangé mon Rubik's Cube 4x4 que je vais tenter de résoudre. Je vais préciser juste quelque chose, je l'ai mélangé de manière totalement aléatoire, pas du tout préparée. N'importe qui du public peut venir vérifier qu'évidemment, il n'y a aucune phase qui serait déjà terminée ou aucune facilité particulière. Donc on va pouvoir laisser Abdelak démarrer, et je ne vous dévoile pas encore le temps qu'il va faire, mais a priori, ce sera très rapide. 3, 2, 1, top. Non, j'attends le moment où ce sera vraiment intéressant de le perturber. Là, pour l'instant, c'est mécanique pour lui. Ouh, si vous saviez. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, le record du 4x4, vu que là, on arrive un petit peu au-delà, le record du monde est autour de 18 secondes, je crois. Et là, Abdelak en termine en 38 secondes. Alors, donc, pour continuer sur toutes ces belles catégories qu'on peut retrouver en compétition, donc, comme Arthur l'a si bien introduit, je me suis vraiment spécialisé dans ces catégories-là, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Mais Arthur a aussi marqué l'histoire du speedcubing français, notamment en résolvant le Rubik's Cube à l'aveugle. Donc Arthur est champion de France et recordman de France de Rubik's Cube à l'aveugle, avec notamment un temps de 17 secondes. Pour détailler un petit peu plus ce temps de 17 secondes, il faut savoir qu'en compétition, on compte le temps de mémorisation et le temps de résolution. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, c'est vraiment du top niveau mondial. Arthur est notamment vice-champion d'Europe aux derniers championnats qui ont eu lieu à Madrid en 2018, et a notamment été finaliste au dernier championnat du monde en Australie. Donc on peut quand même l'applaudir parce que c'est vraiment une très belle performance. Le record de France est à 17 secondes.
Oula, une vingtaine, une trentaine, je pense, oui. Une vingtaine ou une trentaine de records de France. Voilà. Donc, comme Arthur, je vais lui faire un petit mélange et il va tenter de le résoudre. Voilà, merci beaucoup. Et pour m'assurer évidemment que je ne puisse pas voir le cube lors de sa résolution, je vais utiliser un bandeau de nuit, un bandeau de sommeil classique. et voilà, je vais prendre le temps qu'il faut, mais je vais essayer de le réussir du premier coup. Et puis, une fois que le cube sera mélangé, Abdelhak pourra le mettre sous un petit cas. Je ne vais évidemment pas le regarder avant de démarrer le chronomètre. Et évidemment, pour encore plus éviter une quelconque tentative de tricherie, en plus de l'utilisation d'un bandeau lors de la compétition, lorsque la mémorisation est terminée et que Arthur décidera de baisser son bandeau, donc à ce moment-là, ça me donne un signal disant qu'il va commencer sa résolution, je mettrai un cache quand même entre le bandeau et le cube pour s'assurer vraiment qu'il n'y aurait aucune tentative de tricherie. Donc je vais laisser Arthur commencer. Quand tu veux. Bon, elle n'a pas arrêté le chronomètre, mais c'était quand même très bien. Ouais. Je peux vous confirmer qu'il est bien résolu. Oui, madame ? Oui. Imagine déjà ce que tu vas faire. Ah, c'est ça ? C'est mon tour de magie à moi. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je m'apprêtais à y répondre, mais vas-y, vas-y. C'est 5 x 5 x 5, hein. Il y a 3 dimensions en plus. Ouais. 7 x 7 x 7, Abdelhak, ça fait combien déjà ? Le temps de résolution pour un 7 x 7 ? Non. Application. Oula, ça fait beaucoup, là. Voilà ma réponse, ça fait beaucoup. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, le temps que j'utilise pour mémoriser, en fait, il est relié au fait que je mémorise l'état du cube, mais en particulier la solution que je vais appliquer. C'est pour ça que je vais essayer de rester fluide ensuite lors de la résolution et que je ne suis pas à me dire ah bah là ça va être du vert, là ça va être du rouge, etc. C'est plus c'est un autre fonctionnement. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Mais ouais, c'est de l'entraînement quotidien. Là, honnêtement, depuis à peu près 1 an, vu que tout au niveau mondial s'est complètement arrêté avec Covid, etc., c'était le moment de prendre une pause. Mais en temps normal, c'est de l'entraînement quotidien. En tout cas, pour moi, il n'y a pas un créneau qui est dédié spécialement dans la journée, mais il y a des périodes où on prépare les grandes compétitions, et là, on sait qu'il faut rester affûté et enchaîner même des compétitions de préparation aux 4 coins de la France ou même parfois à l'étranger. Par exemple, à l'époque où Abdelhak habitait à Strasbourg, ça lui arrivait de participer à des compétitions locales en Allemagne ou en Suisse. Et moi, avec que j'habite à Toulouse, à l'heure actuelle, je vais régulièrement du côté de Barcelone, etc., pour des compétitions, entre autres. Maintenant, outre s'entraîner pour s'améliorer, pour descendre son propre record à lui, il apprend des nouvelles... Oui, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies. Voilà. Et ça passe par évidemment beaucoup d'entraînement et de persévérance. Mais un des messages qu'on aimerait faire passer aujourd'hui, c'est que certes, c'est très spectaculaire, impressionnant, et
Et le fait qu'il y a tout un tas de disciplines complètement extravagantes, ça rajoute un peu au mythe, mais dans l'absolu, tout le monde est évidemment capable de le résoudre. Le 3x3 classique et même les méthodes plus avancées ou les techniques plus avancées sont complètement accessibles, en particulier aujourd'hui avec l'avènement, on va dire, d'Internet et de la communication qui est facilitée entre beaucoup d'autres passionnés. À la base, c'est vraiment une passion qui moi, a démarré en 2009 et Abdelhak, grosso modo, la même période. Même si on se connaît depuis un petit peu moins longtemps, on reste quand même en contact avec toute une communauté au niveau national et même international aujourd'hui. Et ça nous permet de participer à des événements comme la Nuit des Maths aujourd'hui. Ah, tu veux que je te laisse répondre ? Alors, la performance en elle-même, elle reste individuelle. Dans l'idée, je présentais un format assez simple. On va imaginer une épreuve de Rubik's Cube 3x3x3 avec un premier tour, un deuxième tour et une finale, typiquement. Et donc, les organisateurs décident de qualifier un certain pourcentage des participants lors de chaque round. Le format standard, on va dire, consiste à faire 5 résolutions. Donc, même la préparation du Rubik's Cube est individuelle, c'est-à-dire que chacun ramène son propre Rubik's Cube en compétition. Oui, sa propre préparation, ses propres tensions. Tout le monde a des goûts et des affinités différentes. On ramène notre cube à une table de mélange avec des mélanges qui ont déjà été générés à l'avance par ce qu'on appelle des délégués. Donc, c'est ces personnes-là qui permettent l'officialisation d'une compétition. Donc, par exemple, je ramène mon cube, il est mélangé, un juge vient récupérer le cube, le compétiteur est en salle d'attente. Donc, par exemple, Arthur est en salle d'attente, je récupère son cube qui a été mélangé, je vais le chercher. À ce moment-là, on va à une table de passage et là, on peut commencer la résolution. Et donc, on fait en principe, très souvent ces 5 résolutions. On va retirer la meilleure et la moins bonne. On fait la moyenne des 3 autres et ça détermine ensuite notre classement pour passer ou pas au tour suivant. Et tout l'intérêt de ce système, je vais juste rajouter un dernier point, c'est que chacun des 5 mélanges, comme Abdelhak l'a dit, chacun des 5 mélanges auxquels on va être confrontés vont tous être identiques pour les compétiteurs pour avoir un esprit complètement équitable. Et de cette manière-là, on fait le tri via donc un premier tour et si besoin un deuxième tour des X compétiteurs les plus rapides pour ensuite aller jusqu'aux phases finales, etc. Et typiquement, le championnat du monde à Paris en 2017, il y avait environ 900 participants. Et lors de la demi-finale, pour arriver en finale, il fallait finir dans le top 12, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait le champion de France de l'époque qui avait terminé 12e en demi-finale, qui était qualifié et qui avait fait une performance incroyable lors de la finale de ce championnat du monde-là. Et pour aller encore plus loin sur ce côté compétitif, entre guillemets, on peut penser à d'autres sports, je sais pas, de la natation, du tennis par exemple, où là les personnes peuvent avoir carrément un entraîneur individuel, l'entraînement lui-même, la préparation peuvent être beaucoup plus individuelle. Dans le Rubik's Cube, en tout cas, c'est moi mon ressenti. Ça fait du coup plus de 10 ans que je fais des compétitions maintenant. Certes, il y a une performance individuelle, mais on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus familiale, on est beaucoup plus dans le partage. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris de tout le monde, que ce soit des personnes qui sont plus fortes que moi ou des personnes qui vont un petit peu moins vite. Tout le monde a ses techniques et au final, on n'en apprend jamais assez et on a tout le temps des nouvelles qui sortent. On part de rien du tout avec les 4 ou 5 séquences de mouvements qui vont nous servir à faire une résolution. Puis progressivement, on va perfectionner et rajouter des outils supplémentaires pour que les temps continuent de descendre. Ce qu'on peut vous proposer maintenant, c'est une dernière petite confrontation, on va dire, entre nous deux. Je vais dire un petit mot. Oui, vas-y. Je vais dire un petit mot quand même, puisque bon, c'est vrai que Abdelhak, par exemple, on s'est connus, bon, parce que nous, on organise, il y a une banderole là-bas, l'Inter-Rubik. Je dis ça s'il y a des enseignants dans la salle, ça y est, je suis fatigué, hein. Mais c'est que le début. Bon, bref, on organise l'Inter-Rubik, c'est-à-dire c'est une compétition par équipe dans les établissements scolaires. Donc là, effectivement, la plupart toutes les compétitions internationales sont quand même individuelles au moment où on réalise des temps. Là, c'est la classe entière qui doit résoudre 50 cubes le plus rapidement possible. Donc il y a ceux qui savent faire qu'une phase, qui le passent à d'autres élèves qui savent, et puis des fois,
dans l'établissement, il y en a 3 au début qui savent finir, ils finissent les 50 cubes, ces 3-là, et ils s'organisent pour se le passer. Ça s'appelle l'Inter-Rubik, donc vous pouvez regarder sur Internet. Et il y a aussi des animations dans les classes. Abdelak en a fait. Bon, avec Arthur, on ne se connaissait pas, mais peut-être que l'année prochaine, l'Inter-Rubik, donc saison 21-22. Voilà, les clubs peuvent s'inscrire. On fait des matchs régionaux interscolaires, c'est pour ça que c'est Inter-Rubik. Et on fait une finale, vraisemblablement à Vendôme, puisque c'est de là qu'on vient, pour une grande partie de l'équipe de la Nuit des Maths, du Kangourou, de l'Inter-Rubik. Et puis pourquoi on fait ça d'ailleurs? Parce que avec mon papa, que vous verrez tout à l'heure, en 1980, 79-80, on avait écrit un petit livre, Le mode d'emploi du Rubik's Cube, où effectivement, comme l'a dit Abdelak, normalement avec 1 ou 2 formules de base, on peut s'en sortir. On peut y arriver. Évidemment qu'on ne mettra pas les temps qu'ils font, parce que vous connaissez combien de formules par cœur. Ça se compte par centaines, voilà, 100 à 200, 300 parfois. Voilà. Donc avec 2, vous pouvez vous en sortir, mais vous mettrez 1 minute et demie, 2 minutes. Après, vous êtes bien entraîné. Voilà. Donc il faut quand même aussi faire travailler la mémoire. Bon. Donc pour cette compétition par équipe, c'est uniquement scolaire, mais ça existe depuis 7-8 ans, je ne sais plus à combien on en est, 12 ou 13 ou 14, enfin bref, ça existe depuis un moment. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse, alors continuons les performances. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, je l'ai éteint alors qu'il était mieux. Enfin. On va faire une démonstration supplémentaire avec Arthur. Donc on avait vraiment présenté plein de catégories, le 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, le 3x3 les yeux fermés, mais on a aussi le 3x3 à une main. Donc là, il y a 2 cubes qui ont déjà été mélangés au préalable. Comment? Alors, en soi, il y a déjà eu du Rubik's Cube avec les pieds en compétition. Ce n'est pas une blague, mais la catégorie a été retirée. Depuis récemment, 1 an, je crois. Oh, pour diverses raisons. Non, il n'y en a pas qui trichaient, mais ça a vraiment débattu pendant très très longtemps. Je ne sais pas s'il y a des raisons qui sont liées à la popularité des compétitions ou autres, ou même la popularité de la catégorie en elle-même. C'est vraiment des discussions qui ont eu lieu plus haut au sein de l'association qui organise les compétitions, donc je peux continuer dessus, World Cube Association. Donc on a un board, donc des personnes qui ont débattu pendant un bon moment et qui ont pris cette décision-là. Ok, je peux refaire le commentateur sportif. Mais ils ne sont pas mélangés exactement pareil les deux, donc je peux les remélanger. Ok, super. Donc, normalement, c'est 15 secondes au départ pour regarder le cube. Et au bout des 15 secondes, ils doivent commencer. C'est bon? 3, 2, 1, go. À une main. Alors, à une main, le truc, c'est qu'il faut essayer de le tourner le moins possible parce que le tourner dans tous les sens à une main, c'est pas facile. Mais on voit que bon, ils ont une agilité quand même des doigts qui est assez phénoménale. Voilà. C'est mieux comme ça. Enfin oui, donc on est tous les deux droitiers, on réseau de la main gauche, mais même inversement, je connais beaucoup de gauchers qui résolvent de la main droite. J'ai pas d'explication particulière en réalité. Je sais pas comment c'est venu. Et pour dire, j'ai commencé à résoudre de la main droite et j'ai transité de la main gauche et au final, j'ai remarqué que je m'en sortais mieux. Moi, je veux bien essayer un truc avec toi. C'est lequel ton cube que je mélange? C'est celui-là? On va mélanger chacun nos cubes, puis on va essayer de voir si avec un peu de magie, je peux quand même gagner. Parce que sinon, j'ai aucune chance. En trichant, quoi, en fait. Bah ouais, évidemment. Tu crois. Je regarde pas.
Il a fini, il a fini. Rien là, rien là. Oups là. En fait, c'est parce qu'il a mélangé, donc je peux pas le faire. Mais par contre, si moi je triche moi-même, voilà, bon, là, vraiment rien là, et juste, hop, je peux être résolu. Bah bravo à vous deux en tout cas. Ouais, parce que quand même, on va dire, Arthur a un petit peu assuré sa résolution avant. On va essayer de le mettre en vraies conditions pour qu'il tente de le résoudre beaucoup plus vite. Je crois qu'on était, Tout à l'heure, il avait fait 20 secondes pour la mémorisation à peu près et 20 secondes en oubliant d'arrêter le chrono pour mais il a assuré là. Normalement, hein, c'est quoi ton record? Pardon, tu me posais une question, pardon? Mon record à l'aveugle, c'est 14 secondes environ. Alors, il a mis 40, il a assuré à mort. Oui, on va le mettre dans les mêmes conditions quand même. Quand tu veux. C'est quand même mieux comme ça. Hein. Ah oui. Donc voilà à quoi peuvent ressembler des temps d'Arthur en compétition quand il se donne vraiment au maximum. Bravo encore. Ah, on peut faire un 3-3 avec un chronomètre aussi parce que on a fait en confrontation, mais peut-être que certaines personnes ont fait attention. À votre avis, en combien de temps on l'a résolu? On peut prendre les paris. Ah, peut-être un petit peu plus quand même. C'est parce que vous pouviez finir ensemble et vous aviez calculé le même temps? Non, pas du tout. On s'est mis en confrontation, une petite battle sympa. Bon, ben, dans ce cas, je vais terminer par une petite résolution quand même, en mode compétition. Et à quoi ça vous sert dans la vie de tous les jours, comme dirait le chef d'élève? À quoi ça sert? Impressionner les filles. Alors, oui, il y a des filles en compétition, il y en a même de plus en plus. La meilleure fille au monde est une Française. Pour information, elle a fait podium au championnat du monde de Rubik's Cube à une main. Donc, c'est... Non, pas du tout. C'est que son podium au championnat du monde, elle l'a vraiment fait confronté en garçon à tout le monde. Donc, il n'y a pas de spécificité. Bon, certes, il y a plus de garçons, mais le fait d'être une fille n'empêche absolument pas de faire des grosses performances. On les encourage même à venir nous rejoindre. Tout le monde est le bienvenu en compétition de Rubik's Cube. Bah, à titre personnel, la spécificité des épreuves à l'aveugle et du fait de devoir mémoriser certaines choses, là pour un seul cube, c'est devenu, comment dire, ça a eu un impact sur mes capacités de mémorisation dans d'autres épreuves à l'aveugle qui sont encore un petit peu plus sophistiquées, où on peut avoir 2, 3, 4 ou N cubes à mémoriser. Et l'impact dans la vie quotidienne, il n'est peut-être pas palpable de cette manière-là, au quotidien, disons, mais en tout cas, à titre personnel, pour tout ce qui est mémoire et travailler ses mémoires à long terme, ça a vraiment eu un impact pour moi, en tout cas. Dans le cas d'Arthur, pour optimiser par exemple ses résolutions à l'aveugle, il utilise ce qu'on appelle des commutateurs, mais il sera peut-être plus apte que moi à bien décrire.
Oui, c'est des genres de séquences qui sont complètement indépendantes des méthodes classiques qu'on utilise pour résoudre le 3 par 3, qui, grosso modo, font des cycles avec un nombre très limité de pièces. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y en a un nombre hallucinant. Donc, à l'heure actuelle, j'en connais, je ne saurais même pas compter, peut-être 400, 500. Et comment dire, le fait de travailler et de continuer à m'entraîner, à apprendre des nouvelles méthodes, fait que ce nombre n'arrête pas d'augmenter. Et c'est pas un besoin pour conserver mon niveau actuel, mais si je veux continuer à essayer de progresser et à continuer de m'améliorer, parce qu'au final, c'est ça la raison principale pour laquelle, depuis 10 ans ou 11 ans, on continue d'en faire, c'est parce qu'on a toujours un petit défaut dans une résolution qui ne va pas nous plaire et qui va nous faire dire ok, encore une, je vais faire mieux la prochaine fois, je vais faire mieux la prochaine fois, etc. Et l'aspect compétitif vient, je pense, en tout cas personnellement, dans un deuxième temps, compétitif par rapport aux autres. C'est ça que je voulais. Est-ce que c'est une partie particulière de la mémoire que tu fais fonctionner ou ça aide toute ta mémoire? Exemple, si on te dit 10 chiffres de 10 nombres de 4 chiffres et une vingtaine, tu arrives à tout mémoriser ou c'est pas du tout la même chose? D'une traite, je ne sais pas, vu que j'ai pas vraiment... comment dire. Je vais rentrer un tout petit peu dans le technique, vraiment, je suis désolé. Mais pour mémoriser un cube 3 par 3, on a 8 pièces qui correspondent aux 8 coins du cube, 12 pièces qui correspondent aux pièces entre les coins qui sont les arêtes. Donc on a 20 informations à retenir. Et à titre personnel, ce que j'utilise pour mémoriser ces 20 informations, ce sont pour la grande majorité des lettres. Et avec cette suite de 20 lettres-là, je vais coder des genres de petits mots ou de petites syllabes. Et du coup, ça ne fait pas travailler exactement la même chose que si c'était simplement une suite de nombres ou de suites de lettres complètement absurdes, dénuées de sens. Là, je peux... Limite, tu mélanges, je fais un petit exemple. Ce qu'on peut faire, c'est que Abdelak va mélanger, et je vais faire un mini-exemple d'illustration de ce que je vais mémoriser, qui, vous allez voir, n'a absolument rien à voir avec quelque chose de sensé dans la vraie vie. Donc là, c'est un chat qui va voir le docteur et il a un gosse. Oui. Est-ce que c'est pas le chat de Schrödinger? C'est pas de la triche parce que la triche c'est résolu et mélange en même temps. À la question à quoi ça sert le cube, on peut très bien répondre le cube ça sert à faire des maths. Parce qu'entre le fait que c'est un cube et que donc c'est une figure qui a des groupes de symétrie, et entre le fait que l'ensemble des permutations forment un groupe abélien, eh ben on peut tout à fait faire plein de maths juste avec un cube. On peut ensuite réfléchir au nombre de positions qu'il peut y avoir. Pour ça, il faut calculer le nombre d'orbites sur les permutations des pièces sans respecter les règles du Rubik's Cube, qu'on ne divise pas 5, puisqu'il y a 5 orbites. Bref, on peut faire plein de maths avec les Rubik's Cube. Et puisqu'on est à lui des maths, eh ben, je pense que c'est une bonne chose à faire avec un Rubik's Cube de parler de maths. Ça nous mène à la question à quoi ça sert les maths, mais bon, je ne réponds pas à la question. Juste une question, alors, justement, est-ce que vous faites des maths? Si oui, à quel niveau? Et la deuxième question, est-ce que vous faites des résolutions type inversé? C'est-à-dire que quand vous avez un mélange, est-ce que vous pouvez obtenir le même mélange à partir d'un autre cube qui n'est pas mélangé? Le but, c'est d'avoir un mélange précis. Est-ce que ça existe? D'accord. Pour la première partie de la question, d'ailleurs, ça fait aussi une bonne transition par rapport à ce qu'a dit Oscar il y a quelques secondes. Bon, pour ma part, j'ai fait des études en mathématiques, maths sup, maths spé. J'ai d'ailleurs fait une présentation j'ai d'ailleurs fait un oral pour mon concours, justement sur différentes théories mathématiques autour du Rubik's Cube. Donc déjà là en soi, par rapport à mon parcours scolaire, je peux trouver une utilité au Rubik's Cube parce qu'il y a vraiment une prise de recul par rapport à cet objet-là qui fait que les notions mathématiques qui sont autour, on les assimile beaucoup plus facilement et ça se ressent vraiment lors d'une présentation. Oui, est-ce que tu peux juste répéter la deuxième question? Peut-être. Si vous avez un mélange, est-ce que
Ah bah, on peut même faire la démonstration tout de suite. Je te laisse mélanger. Ça reste quand même plus compliqué. Mais du coup... Oui. Non. Mais du coup, oui. Il est assez mélangé, oui. Mais du coup, pour répondre déjà en partie à votre question, on a bien un cube mélangé au départ, et le but, c'est au final de se ramener à une configuration précise qui est le Rubik's Cube résolu. On aurait pu imaginer un monde où le but, ça serait de se ramener à une autre configuration, par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est une configuration que j'ai imposée à Arthur, et il peut très bien la reproduire. Donc, après, comme il a expliqué juste avant, ça reste quand même plus compliqué, et pour aller même plus loin dessus, le Rubik's Cube, c'est 6 faces, ça je ne vous l'apprends pas, c'est 6 couleurs, je ne vous l'apprends pas non plus. Moi, quand je fais une résolution, j'ai vraiment ma phase de référence. Je commence tout le temps par la phase blanche, ce qui, à terme, peut être au final une erreur, parce qu'on peut imaginer qu'il y aurait eu un autre départ plus simple, par exemple en rouge, en bleu, en jaune, en vert, enfin peu importe. Mais du coup, ce manque d'habitude à s'entraîner, à ne pas s'entraîner justement à ces couleurs-là, représente au final un désavantage. Et il y a des personnes, dont Arthur, ou en tout cas il s'entraîne vachement sur ce côté-là, à être ce qu'on appelle le color neutral. C'est-à-dire que peu importe le mélange que je vais lui faire, il serait capable de commencer par n'importe quelle couleur. Et peu importe la phase par laquelle il commencerait, il aurait des temps similaires. Quand on voit le cube qui est mélangé, en le regardant, on sait quelle couleur serait intéressante. Quelle couleur ça serait plus intéressant de commencer? Oui. Juste en le regardant? Oui, juste en le regardant. Après, quand on observe, on ne peut pas anticiper toute la résolution, ça c'est sûr. Donc, comme j'expliquais, je commence tout le temps par la phase blanche, et après j'ai une deuxième étape, j'ai une troisième étape. Ces étapes, je peux les optimiser de différentes manières. Même si je ne peux pas anticiper toute la résolution, je peux quand même anticiper le début, et tout de même anticiper le déplacement des pièces qui va se faire. Et à la fin de cette première étape que j'aurai observée, je peux m'imaginer où est-ce que certaines pièces vont se situer. Donc je regarde les pièces du début de ma résolution et j'essaie d'anticiper pour voir où seront les pièces de la deuxième partie de ma résolution. Globalement, on va jusqu'à ce niveau-là au niveau de l'observation. C'était très très long. C'était beaucoup plus long que lorsqu'Oscar vous l'a fait lors de son petit tour. C'était beaucoup plus long. Mais si j'ai bien fini, normalement, tout a l'air bien. Ah non. Bon, je reviens. Un petit couac.